Même les ténèbres doivent passer. Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'étaient ces histoires dont on se souvenait et qui signifiaient tellement. Même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. De nombreuses œuvres cinématographiques nous transportent dans notre enfance. Les réalisateurs donnent tout pour retranscrire des émotions, aussi particulières soient-elles. Mais il y a bien une œuvre qui a fait chavirer mon cœur. Une trilogie fantastique de renom qui a rassemblé de nombreux fans à travers le monde, Le Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson. Mais alors, plusieurs questions se posent. Pourquoi Le Seigneur des Anneaux est-il aussi captivant ? Pourquoi fait-il l'unanimité en termes d'adaptation cinématographique ? Bienvenue pour la première de Raf & Talk. Avant de vous présenter l'éloge d'une des plus grandes séries de films de tous les temps, laissez-moi vous raconter son histoire et son commencement. Dans un monde vaste et fantastique que l'on appelle la Terre du Milieu, une menace plane et s'apprête à refaire surface. Sauron, le Seigneur des Ténèbres, cherche l'anneau unique. Nous suivons Frodon Sake, un hobbit vivant dans les terres tranquilles de la comté. Mais l'arrivée de Gandalf bouleversa tout dans sa paisible vie. Le magicien gris, comme on le surnommait, se rendit compte que l'anneau se trouvait sur ces terres tranquilles. Ayant conscience de cette menace, il demanda à Frodon, accompagné par Sam Gamgee, de détruire l'anneau unique dans les flammes de la montagne du destin, dans le Mordor. Une magnifique aventure, belle mais dangereuse. Mais alors, qui est derrière cette histoire ? Le Seigneur des Anneaux a été entièrement écrit et imaginé par un grand auteur. John Ronald Reuel Tolkien né le 3 janvier 1892 en Afrique du Sud. Sa jeunesse est plutôt mouvementée entre religion et entourage familial protecteur. Les années passent et Tolkien s'engage dans l'armée pour la Première Guerre mondiale. Une première source d'inspiration dans ses futurs écrits car ce conflit l'a marqué. Passionné par la nature et par les langues, il se perfectionnera à l'écrit grâce à son entourage et deviendra même professeur d'anglo-saxon à partir de 1924. Et c'est là que tout a réellement commencé pour le grand Tolkien. Il entamera sa carrière dans l'écriture en 1937 avec Le Hobbit, première œuvre publiée par Tolkien explorant complètement l'univers de l'écrivain. Notre génération actuelle connaît surtout Le Hobbit grâce à la trilogie de Peter Jackson sortie 75 ans plus tard au cinéma. Mais nous y reviendrons en fin de vidéo. Ce premier ouvrage cartonnera instantanément et l'heure était venue pour Tolkien de commencer l'écriture du fameux Seigneur des Anneaux. L'œuvre d'une vie, une longue histoire de 3 tomes qu'il finira d'écrire après 18 ans de travail. On saluera aussi ses efforts en tant qu'illustrateur, des productions minutieuses qui représentent et mettent en valeur son univers, déjà extrêmement riche. Et le gars a créé une langue, c'est quand même incroyable. L'elfique fait partie intégrante de son livre, et aussi de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et ce qui est sûr, c'est que sans cet homme, je n'aurais jamais connu ce chef-d'œuvre qu'est le Seigneur des Anneaux. Mais alors, c'est qui ce Peter Jackson ? Peter Jackson est un réalisateur néo-zélandais âgé de 39 ans lors de la sortie du premier volet du Seigneur des Anneaux. Il a découvert très tôt son attirance vers le cinéma et pour les effets spéciaux, le déclic ayant été le célèbre film King Kong en 1933. Il débuta avec des longs métrages prometteurs, mais surtout déjantés, comme Bad Taste en 1987, Les Feebles en 1989 et celui qui le fera décoller, Brain Dead en 1992. Le pari des films d'horreur, gore et un brin humoristique plaisent au public à l'époque, mais Peter Jackson changea complètement de registre dès le début de la production du Seigneur des Anneaux, qui lui prendra 7 ans au total. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, sorti en 2001, est le premier des 3. Suivra ensuite le deuxième volet, Les Deux Tours, en 2002, puis Le Retour du Roi, en 2003, pour clôturer cette trilogie. Et son implication dans la production de ces 3 films est admirable. Presque 1 an pour préparer map, décors, armures, accessoires, tout. Une longue année avant de débuter le tournage. Et quand on voit le rendu pour les 3 films réunis, on ne peut que dire bravo, car il a su révolutionner l'adaptation du livre au grand écran. Je vous choquerai peut-être, mais Peter Jackson n'était pas un si grand fan que ça du Seigneur des Anneaux. Il aimait beaucoup, surtout, comment Tolkien lui transmettait cette envie de voyager. C'était pas son genre à relire le Seigneur des Anneaux 3 fois d'affilée, ou encore apprendre l'elfique par cœur.
Et cette sensation par rapport à cette œuvre qu'est Le Seigneur des Anneaux, il l'a évoquée dans une interview il y a très longtemps. Je n'étais pas un de ces fans absolus du Seigneur des Anneaux. Ce que j'ai toujours eu, c'est une ambition de très longue date de faire un film de fantasy. Et qui aurait cru à un tel chef-d'œuvre ? Après ces premières minutes de contexte, je vous propose d'aller vers un autre chemin. Pourquoi Le Seigneur des Anneaux est-il autant une réussite pour moi ? Alors, par où commencer ? Tout d'abord, dès le début du premier film, on nous amène dans un voyage. Dès la première lecture de Frodon adossé sur un arbre, dès les premiers chants de Gandalf, impossible de ne pas respirer l'air de notre cher comté. Et le décor en est pour quelque chose, avec les petites maisons couvertes de verdure et occupées par des minuscules petites créatures qu'on appelle hobbits. On sent la convivialité et la joie, avec le 111e anniversaire de Bilbon ou les conneries de Merry et Pipin. L'univers nous ouvre très grand ses portes, et là, plusieurs minutes plus tard, l'intrigue est posée. L'anneau pèse déjà lourd et représente une grande responsabilité. Une quarantaine de minutes pour nous introduire ces petits êtres qui seront au centre de l'histoire principale. L'écriture de Tolkien, mais surtout la mise en scène de Peter Jackson est remarquable, car autant de temps d'introduction pourrait en ennuyer plus d'un. On oublierait presque le prologue, qui était tout aussi culte et qui remplissait son rôle à la perfection, mettre en haleine le spectateur. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Ce début est emblématique et a marqué de nombreux fans. La voix de Galadriel nous raconte une histoire très ancienne mais qui dévoile les prémices du Seigneur des Anneaux. Nous sommes 60 ans avant que Frodon ne quitte la comté. Tous furent dupés par un seul homme. Hommes, nains et elfes ne se rendirent pas compte que Sauron, le Seigneur des Ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour les gouverner tous. Dans cet anneau, il y déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Personne ne pouvait résister à la force de l'anneau, pas même les contrées libres de la Terre du Milieu. Alors, une grande bataille eut lieu entre les forces du mal et les forces du bien. Les hommes et les elfes face aux forces de Sauron sur le versant de la montagne du destin. La victoire était proche. Mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu. Alors que la force de Sauron devenait ingérable, un seul homme réussit l'impossible. Isildur, guerrier de Núménor et ancêtre d'Aragorn, vint couper le doigt de Sauron et fit tomber l'anneau. Sauron fut vaincu. Après sa victoire, il refusa de détruire l'anneau dans la montagne du destin, par avidité. Il commettra la plus grande erreur de l'histoire de la Terre du Milieu et en subira les conséquences. L'anneau ira sans fin, passant de Gollum à Bilbo Saquet, de la comté. Et oui, cette histoire est parfaitement racontée par Tolkien tout d'abord, mais aussi parfaitement illustrée par Peter Jackson, je trouve. Il y a beaucoup de scènes épiques, c'est vraiment très profond, et je pense pas avoir ressenti quelque chose d'aussi cool avec des introductions, peut-être l'introduction avec Jack Sparrow par rapport à Pirates des Caraïbes, ou encore celle d'Inglourious Basterds avec celui de Quentin Tarantino. Et on sait que 20 ans après, il y a toujours d'aussi bonnes critiques par rapport au prologue du Seigneur des Anneaux. Et comment enchaîner après un tel prologue ? Cette question, je me la suis posée, mais aussi Peter Jackson se l'est posée. Et ok, il y a la comté, on sait tout ce qui s'est passé au début, mais il se passe quoi après ? Eh bien, pendant tout le reste des 3 films, le réalisateur nous a transmis cette notion de voyage à travers la Terre du Milieu, entre scènes épiques et scènes un peu plus tranquilles. Le Gondor, terre des hommes, le Mordor, celle des orques, ou encore Foncombe, celle des elfes. Peter Jackson nous offre la possibilité de contempler tous les fins fonds de l'univers de Tolkien. Quand on regarde la carte de la Terre du Milieu de plus près, on remarque facilement que tout a été scrupuleusement calculé et que chaque parcelle de terre a ses secrets. Tous les peuples majeurs du Seigneur des Anneaux ont un rôle à jouer, aussi via leur puissance stratégique comme les forteresses. Elles sont brillamment représentées et mises en valeur dans les 3 films de Peter Jackson. Le Rohan, avec le gouffre de Helm, l'Isengard de Saruman avec la fameuse tour indestructible d'Orthanc, ou encore Minas Morgul, la tour de la sorcellerie du roi sorcier d'Angmar. Ce monde est vaste et imaginé par un seul homme. On suit nos héros dans cette aventure, et à chaque étape, on a l'impression d'y être.
Et si j'avais un seul lieu à retenir, ce serait la Moria. Cité souterraine fondée par Durin, un grand roi nain il y a plusieurs siècles sous les montagnes de brume, elle était autrefois florissante, ornée de joyaux et autres richesses. Les nains l'appellent aussi Khazad Dûm, demeure des nains, dans une langue très ancienne. Seuls les livres nous révèlent ce qui s'est réellement passé dans cet endroit, qui ne retrouvera plus jamais sa splendeur d'antan. Pour Frodon et ses amis, le choix était fait. Ils passeront par les mines de la Moria. Mais une fois à l'intérieur, ils ne trouvaient pas la chaleur naine d'autrefois, non, mais une horde de gobelins et de trolls. Un violent combat éclata donc entre la communauté et les ennemis de la Moria. La victoire était acquise, mais plus pour très longtemps. Entendant le rugissement d'une créature non loin de là, ils prenèrent la fuite, et Gandalf tenta de se confronter au Balrog de Morgoth, le démon de l'Ancien Monde. La suite de ce combat appartient à l'histoire. Mais cette découverte de la Moria, on la doit aussi à une autre personne. Pas seulement la Moria d'ailleurs, aussi les autres régions de la Terre du Milieu. Et cette personne-là, on la reconnaît pas par son talent d'acteur ou par son talent de scénariste, mais par sa bande originale. Mais alors, c'est quoi le rôle d'Howard Shore dans Le Seigneur des Anneaux ? La bande-son et la musique d'Howard Shore nous transportent dans l'univers fantastique de la Terre du Milieu. Le compositeur canadien de 55 ans à l'époque était habitué à des musiques plus légères à ses débuts, mais sa passion pour l'univers du Seigneur des Anneaux lui a fait prendre une toute autre voie. Musique oppressante lors des scènes sous pression, épique lors des scènes de combat, mais aussi douce dans les moments paisibles ou tristes, la variété qui lui est demandée est significative. Chaque région que l'on explore a une musique définie, ce qui accentue le côté voyage de l'histoire. Mais c'est avec brio qu'il tira profit de son formidable talent pour marquer les fans de ce monde à jamais. Saxophoniste de métier, il jouera fortement de cet instrument pour illustrer ce monde. Oui, ces paysages merveilleux du Seigneur des Anneaux sont aussi spéciaux grâce à Howard Shore. Et si ces décors paraissent si authentiques, c'est qu'ils viennent pour la majorité d'un endroit en particulier, la Nouvelle-Zélande. Pas de fond vert, ni de réajustement, ou alors très peu. Les extérieurs sont beaux et ont fortement participé au succès de la trilogie. Edoras, capitale du Rohan, a été construite sur le mont Sunday. Plaines et montagnes sauvages, ces terres voyaient défiler les hordes de villageois du Rohan à l'époque. À savoir que la cité a été bâtie au sommet d'une montagne et ensuite démontée par l'équipe de Jackson. Parlons ensuite de la forêt de Fangorn, là où les Ents, arbres vivants de la Terre du Milieu, se reposent en paix. C'est la forêt de Snowdown qui a permis d'illustrer ces beaux plans. Mais elle n'a pas été utilisée que par les Ents. Amon Hen ou encore les alentours de la comté ont aussi été tournés là-bas. Pour finir, l'endroit le plus visité de tous dans le pays est Hobbitbourg. Ce village est un mélange entre décors naturels et décors de film. Et il est toujours en place et fait vivre le tourisme néo-zélandais. Même après de nombreuses années, ce lieu est bondé de monde. Le Seigneur des Anneaux s'identifie aussi beaucoup grâce à ses personnages. Ces personnages ont une importance capitale dans le déroulé du récit. Ils représentent un peuple et des valeurs propres. Nous, spectateurs, nous voyons ces personnages courageux affronter les plus grands dangers de la Terre du Milieu. Mais avant d'évoquer les icônes principales de l'œuvre, évoquons les ennemis qu'affrontent les héros pendant les 3 films. Les orques sont les ennemis que croisent le plus nos personnages principaux dans leurs péripéties. Des antagonistes à l'aspect terrifiant dont l'origine remonterait au Premier Âge. Tolkien aurait lié gobelins et orques, mais aurait préféré cette dernière signification afin de différencier l'ancienne idée qu'on avait tous de cette créature à l'époque. Il a définitivement revisité l'image de l'orque dans l'imaginaire collectif. Une représentation et une différence complexe à comprendre. Peter Jackson, lui, a décidé de différencier les trois pour que le spectateur ait moins de difficultés à comprendre. Les gobelins dans la Moria pour le premier opus, vivant dans l'obscurité et pouvant gravir n'importe quelle paroi. Les Uruk-hai de Saruman pour les 2 tours, plus robustes au combat. Et les orques, pour le retour du roi, les serviteurs de Sauron. Mais il n'y a bien sûr pas que les orques en Terre du Milieu. Il y a aussi beaucoup de créatures malfaisantes et terrifiantes, où la meilleure des solutions c'est de s'enfuir pour les plus peureux d'entre nous. Comment ne pas parler des trolls que l'on croise dans la Moria, mais aussi à Minas Tirith. Les hommes du Sud, pirates corrompus par Sauron, les Mumakil ou Olifants, armes dévastatrices du Mordor. Warg, Balrog, araignées géantes comme Arachné, cette diversité d'ennemis qu'affrontent les héros est significative du danger qui les attendait. Mais la plus grande menace est bien sûr Sauron,
grand antagoniste du Seigneur des Anneaux, représenté par une gigantesque tour et un œil enflammé. Ses serviteurs les plus fidèles sont les Nazgûl, au nombre de 9, qui errent dans la Terre du Milieu dans le but de retrouver l'anneau. Ils sont d'ailleurs la principale menace des Hobbits au début du film, manquant de peu de se faire tuer par ces spectres. Mais un des personnages que tout le monde connaît par ses dialogues cultes et son effrayant aspect, c'est Gollum. Voleur, sale voleur, oui, sale petit voleur. Où est-il? Où est-il? Il sert de guide à Frodon et Sam pendant les 2 derniers films et ne manquera pas de leur mettre des bâtons dans les roues. Il était interprété en motion capture par Andy Serkis, une prouesse technique à l'époque. Gollum est, presque littéralement, un archétype de l'ombre. La partie de nous-mêmes que nous craignons et refoulons le plus. Une créature qui est sortie des profondeurs de notre psyché et qui suit notre trace, nous rappelant en permanence ce que nous pouvons devenir. Le défi que constituait la représentation d'une telle complexité dans un personnage animé, généré par un ordinateur, a été révélé avec enthousiasme par Andy Serkis et tous ceux qui se sont impliqués dans cette création. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les héros. On découvre donc les Hobbits dès le début de l'œuvre. Ces petites créatures en ont plus dans le ventre qu'il n'y paraît, représentés par 4 minuscules héros, Frodon, Sam, Merry et Pippin. Gandalf arrive ensuite, puis Aragorn. Mais là où les personnages vont prendre de l'importance, c'est lors du Conseil d'Elrond. Là, les bases et les enjeux seront définitivement posés. L'anneau ne peut pas rester chez les elfes et devra être détruit dans la montagne du destin. Une communauté se forme et ce groupe a le sort de la Terre du Milieu sur ses épaules. Au fur et à mesure de l'histoire, des héros comme Théoden, Éomer et Éowyn du Rohan ou encore Faramir ou Denethor du Gondor feront leur apparition, s'impliquant dans cette histoire déjà riche. Et quand on regarde les films, on n'a pas vraiment l'impression de le ressentir, mais il y a énormément de différences avec les livres de Tolkien. Arwen, amoureuse d'Aragorn, n'a pas autant d'impact dans l'œuvre écrite. Cette romance amène un sentiment de fraîcheur dans le Seigneur des Anneaux et est merveilleusement menée. Les figures de Legolas sont inventées par Jackson lui-même et le rendu est très sympathique. La relation entre Sam et Frodon reste infaillible dans les livres, alors que dans le 3e volet, c'est Gollum qui manipule Frodon pour que les 2 hobbits se déchirent. Des modifications qui font revivre le récit. Mais le cas le plus incroyable est celui d'Aragorn. Ce personnage, courageux et héroïque, est un des préférés des fans. Et durant le tournage, Viggo Mortensen l'incarne et a impressionné par son implication dans le jeu. Tout d'abord, il est le seul acteur à vouloir réaliser l'entièreté de ses cascades, et il en avait beaucoup. Cette décision, acceptée par Peter Jackson, lui a valu un petit accident lors du dernier film. Il s'est cassé une dent suite à une répétition lors de ce combat, celui que vous avez vu à l'écran. Autre fait marquant que seuls les puristes du Seigneur des Anneaux ont remarqué, la fameuse scène du casque qui avait fait parler d'elle à l'époque. Dans le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, le 2e opus, Aragorn devait donner un coup de pied dans un casque. Encore une malchance pour lui, il s'est cassé 2 orteils suite à cette action. Pendant les scènes suivantes, on le verra boiter plusieurs fois pendant les scènes de combat. Mais alors, pour finir, que serait le Seigneur des Anneaux sans ces scènes cultes et ces batailles épiques ? Peter Jackson réalise le premier gros blockbuster fantastique et médiéval à l'époque. Alors visuellement, les combats et les batailles qui sont importantissimes dans l'œuvre se doivent de remplir leur rôle, être épiques et surprendre le spectateur par les émotions. On sait qu'à Hollywood, l'action dans un film est primordiale. À titre de comparaison, dans les livres de Tolkien, les combats ou les scènes d'action sont rapidement présentés. La place d'un récit à la patte poétique n'envisage pas de représenter un combat pendant une grande durée. Mais le réalisateur en a décidé autrement et a eu raison. Épées qui s'entrechoquent, figures épiques à la Legolas ou répliques légendaires de nos héros, c'est aussi ça qu'on veut dans un Seigneur des Anneaux à la sauce Hollywood. Et oui, je me sentais obligé de retracer les plus grandes batailles du Seigneur des Anneaux dans la trilogie pour moi. Alors si jamais vous voulez découvrir le Seigneur des Anneaux juste après cette vidéo, je vous laisse le timecode pour pas être spoilé ou encore le chapitrage qui est en description. Mais alors, quels sont mes affrontements préférés dans le Seigneur des Anneaux ? Je commencerai par la bataille d'Amon Hen. Ce combat clôture le premier film et représente la rupture de la communauté.
Non loin des majestueuses statues gondoriennes que l'on appelle Argonates, nos héros, suivis par les orques de Saruman, se reposent avant de parcourir le Mordor. Alors que Boromir tombait sous l'emprise de l'anneau, Frodon s'en alla se réfugier sur la colline d'Amon-Hen. Il y retrouva Aragorn, et Grandpa, comme on le surnommait, tenta de le rassurer. Mais les Uruk-hai étaient là, menés par Lurtz, un commandant de l'armée de Saruman. Une bataille éclata entre la communauté et les orques. Legolas et Gimli vinrent à la rescousse, tandis que Sam tenta désespérément de retrouver son ami. Mais un corps se fit entendre, celui de Boromir du Gondor. The Horn of Gondor. Boromir. Ce dernier sauva Merry et Pippin d'une attaque ennemie, mais le guerrier se fit surprendre par une flèche du commandant Lurtz. Boromir continuait à se battre, sous les yeux de Merry et de Pippin. Puis une deuxième, et enfin une troisième, qui mettra le capitaine du Gondor à terre. Aragorn engagea un combat féroce contre Lurtz, où il en ressortira vainqueur. Mais il était trop tard. Boromir prononça ses derniers mots, accompagnant les pleurs du descendant des hommes de Núménor. Mon capitaine. Mon roi. Repose en paix. Fils du Gondor. Le deuxième combat opposa les forces de Saruman contre les forces du Rohan, au gouffre de Helm. Principale intrigue du deuxième volet, elle débuta sous la pluie et perdue d'avance pour ces hommes courageux. Situé au nord-ouest des montagnes Blanches, au sud-est de la trouée du Rohan, le gouffre est une vallée fortifiée dans les montagnes Blanches. Elle est naturellement protégée par une série de collines, surplombées à l'entrée des brillantes cavernes par la forteresse de Fort-le-Corps, qui ne fut jamais prise par l'ennemi. Les forces de Saruman s'approchent du gouffre. Les flèches elfes dirigées par Aragorn fusent, tandis que les espoirs de Théoden, roi du Rohan, diminuent. En plein milieu du combat, les murs explosent. La malice de Saruman avait eu raison de la forteresse. Le combat continuait, mais les Uruk-hai d'Isengard avaient pris le dessus. Mais l'espoir n'était pas perdu. Voici venue l'heure de tirer l'épée ensemble. Théoden et les forces du Rohan s'élancèrent, frappant à l'aveugle les nombreux Uruk ainsi que leurs bannières. Et leur courage en valait la peine, lorsque les Rohirrim, guidés par Éomer et Gandalf, vinrent sauver ces hommes. Éomer. Pour le roi! La bataille fut terminée, mais la guerre entre Sauron et les forces du mal n'était pas achevée. La plus grosse bataille de la guerre de l'anneau a eu lieu ici, à côté de la grande forteresse du Gondor, Minas Tirith. Alors que l'espoir était perdu et que Nazgûl, orques et trolls du Mordor affluaient de partout dans la cité malgré le courage de Gandalf, un son bien familier retentissait dans les champs de Pelennor. Le Rohan venait se battre aux côtés du Gondor face aux forces de Sauron. Théoden et les Rohirrim se motivaient malgré la menace, mais aucun homme ne reculait. Et les guerriers se lancèrent dans les combats, surprenant les orques. Même avec l'arrivée des hommes du sud et de leurs Mumakil, Éomer et les siens continuaient le combat. Mais le roi ne sorta pas indemne de ce conflit. Le roi sorcier s'attaqua à Théoden, mais un guerrier sauva le roi en affrontant le chef des Nazgûl. « Aucun homme ne peut me tuer », disait-il. Aidé par Merry, le guerrier retira son casque et acheva la créature avec une réplique culte. C'était Éowyn. I am no man. Malheureusement, le roi ne survivra pas à ce combat.
Mais un seul homme pouvait renverser la tendance de cet affrontement. Aragorn, Legolas et Gimli, accompagnés par leur armée des morts, entrèrent dans le conflit. Et nous aurons le droit au grand spectacle de notre elfe préféré, Legolas. Les troupes du Mordor étaient vaincues. Malgré de lourdes pertes humaines, le reste des guerriers s'avancèrent vers la Porte Noire, le dernier acte de cette grande guerre. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette grande vidéo du Seigneur des Anneaux, la première de Raffentalk. Alors forcément ça a été beaucoup de travail et je suis très content de vous l'avoir présenté. D'autres vidéos vont sortir juste après. Alors il y a mes autres comptes bien sûr, Instagram, TikTok et YouTube Shorts, où vous pouvez aller voir quelques vidéos qui sont très intéressantes. Donc si vous avez d'autres choses à me dire, n'oubliez pas les commentaires et je vous laisse. Prenez bien soin de vous et à bientôt. C'était Raffentalk.